Et bienvenue à tous donc, pour cette troisième conférence cet après-midi, donc avec Philippe Yonnet. Donc Philippe, tu vas nous parler de split testing SEO. À toi de jouer. Oui, de split testing pour le SEO. Et donc on ne va pas parler de l'aspect donc compatible ou pas avec le SEO, de faire de l'A/B testing. Donc si vous êtes trompé de conférence, je vous signale tout de suite, on va vraiment parler de faire du split testing pour tester si ce que vous faites comme changement pour le SEO, ça marche ou non. Bon, on rappellera à un moment donné si effectivement vous l'avez oublié, quelles sont les recommandations quand on fait de l'A/B testing pour que ça soit compatible SEO, comme ça, même si vous êtes trompé de conférence, on vous aurait les recommandations. Bien, alors je me présente en 2 minutes. Je suis donc le patron de l'agence Search4Site, de l'agence Naper. C'est l'habitude en fait, c'est mon ancienne agence Search4Site, désolé. Pour ceux qui ont oublié l'actualité des agences pendant le Covid, voilà, j'ai revendu les parts que j'avais dans Search4Site et j'ai créé donc cette nouvelle agence Naper, avec donc toute une joyeuse équipe qui accompagne les clients sur des sujets liés au search marketing. Alors si vous voulez en découvrir un petit peu plus sur l'agence Naper, eh bien vous pouvez aller sur notre stand et pour information, il y a un Mova Globe à gagner. Alors le Mova Globe, c'est cet étrange objet qui arrive à tourner tout seul et qui simule donc un globe terrestre. Voilà, c'est un cadeau de geek. N'hésitez pas à participer à ce mini-jeu concours. Bien, alors, abordons le vif du sujet et apprenons à faire des split tests pour le SEO. Alors, je vous donne en quelques mots le plan de mon intervention. On va commencer par quelques définitions et rappels pour que vous fassiez bien la différence entre l'A/B testing, le split testing et puis tout ce qui est testing MVT. On va parler après de la raison pour laquelle c'est intéressant en 2021 de faire des tests de ce type-là. C'était sans doute beaucoup moins utile il y a 10 ans, mais aujourd'hui, avec les changements des moteurs, ça devient indispensable. Après, on parlera des spécificités des SEO split tests, parce que vous avez plein d'habitudes par rapport à l'A/B testing classique qu'il va falloir complètement oublier pour réussir vos tests dans le contexte de ces tests pour le SEO. On parlera après plus concrètement, mais comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour construire vos applications de test et comment est-ce qu'on fait pour mesurer les résultats et les interpréter? Vous allez voir que ça fait appel à des modèles statistiques qui sont très différents de ceux qu'on utilise en A/B testing. Et c'est la magie de l'époque actuelle, ça fait beaucoup appel au machine learning et à l'intelligence artificielle, figurez-vous. Alors on utilise ces outils comme des boîtes noires, mais ces modèles qu'on utilise sont des modèles à base d'IA. Voilà, puis donc on fera à la fin une conclusion pour savoir justement c'est quoi l'évolution qu'on attend par rapport à ces applications et aux outils qui servent à le faire. Bien, alors quelques rappels de définition. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un test A/B? Sur un test A/B, on prend une page, une URL, et on va faire une modification sur cette page, et on va tester en fait ce qui se passe dans les cas où l'utilisateur tombe sur la page modifiée avec une seule modif, et les cas dans lesquels il n'y a pas de modification. Donc là, c'est le contrôle. Donc là, c'est une seule variation sur une seule URL. Voilà, et ça, c'est le test A/B. Le split testing, donc là c'est ce qu'on va voir pour le SEO, c'est autre chose. Donc là, on compare des pages qui sont totalement différentes potentiellement. D'accord? Donc là, on ne fait pas une seule modif. Là, on compare les résultats de pages qui sont faites complètement différemment. Alors c'est toujours une seule page quand on fait du split testing classique, mais cette fois-ci, on teste des changements globaux et pas uniquement un petit changement. Quand on teste plusieurs changements à la fois, ça ne s'appelait plus du split testing, mais du test multivarié, MVT en anglais. Donc là, on fait cette fois-ci des essais sur des variables qui changent. Ça peut être la couleur, le prix, n'importe quel élément de la page qui est changé.
Et on fait tous ces tests en même temps, on regarde les statistiques, on essaie de voir quelle est la version qui fonctionne le mieux. Donc ça, c'est le testing multivarié. Donc là, ce qu'on va faire en SEO, c'est du split testing, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir, quand on modifie complètement un modèle de page, est-ce que ça a un impact pour favorable pour générer plus de trafic SEO ou pas. Donc on ne fait pas de test sur un seul élément. Alors vous dites peut-être pourquoi ? Tester le SEO, ça prend du temps pour avoir des résultats. D'accord ? Il faut le temps déjà que Google ait crawlé toutes les pages de test. Et ça, sur beaucoup de sites, ça prend des semaines. Donc il faut attendre des semaines pour que véritablement l'impact SEO sur l'ensemble des pages qu'on teste soit mesurable et donc mesuré. Ça prend des semaines déjà de ce côté-là. L'impact SEO, c'est aussi attendre que Google ait recalculé les scores. Et comme vous le savez ou vous ne le savez pas, les scores chez Google, suivant de quoi on parle, eh bien, ces signaux peuvent être recalculés en quelques minutes, quelques secondes ou quelques semaines, voire quelques mois. Donc aux dernières nouvelles, il y avait encore des scores chez Google qui mettent jusqu'à 6 mois pour être mis à jour et recalculés. Alors généralement, sur ces tests-là, on n'attend pas les 6 mois puisqu'on est en train de tester des impacts qui sont beaucoup plus rapides que ça. Mais je dirais la durée d'un test, c'est toujours plusieurs semaines et en général, on est sur 2 mois pour être certain qu'on a la capacité de mesurer tout l'impact. Alors, je vous ai dit que j'allais vous le rappeler, les consignes pour faire du test AB classique et que ça soit toujours quelque chose de compatible avec un bon SEO. Donc, contrairement à ce qui traîne comme recommandation à gauche et à droite, on ne fait pas de cloaking quand on fait du test AB, d'accord? Donc ça, c'est très dangereux si Google ne tombe pas dans votre cloaking et s'aperçoit qu'en réalité, il y a une autre version. Donc évitez de montrer 2 pages différentes à Google sans canonical. Donc là, c'est la base. Si vous faites des redirections, pensez à faire des redirections 302 et non pas des 301, parce que dans ces cas-là, vous allez avoir 2 versions de la page qui seront mises en cache. Et limitez la durée du test pour que s'il y a un impact SEO, ça n'ait pas forcément de conséquences. Donc ça, c'est pour vous rappeler ce qui se passe sur de l'A/B testing classique, mais maintenant on va parler du speed testing pour le SEO. Alors pourquoi c'est utile de faire ça? Clairement, plus le temps passe, plus l'algorithme de Google change et plus il embarque de machine learning. Donc ça veut dire que les scores aujourd'hui qui pilotent la visibilité, qui pilotent les classements dans les pages de résultats, sont des scores qui tiennent compte de multiples facteurs à la fois. Et c'est ce qu'on voit notamment dans les broker updates, où si vous voulez revenir après avoir été impacté fortement par une broker update, il faut impérativement travailler sur plein d'éléments à la fois pour avoir des chances de remonter. Donc ça veut dire que pour améliorer ces positions, il n'y a plus de magic bullet, il n'y a plus des situations dans lesquelles un seul changement peut avoir des grosses conséquences sur votre référencement. Il faut avoir une approche holistique, il faut avoir une approche en kitchen sink, comme on dit en anglais. Donc c'est-à-dire que tout peut avoir une influence sur votre SEO finalement. Et ça veut dire que ça devient compliqué de savoir quel est l'ensemble des modifications que vous devez faire pour avoir des résultats et éventuellement prédire si ce que vous faites comme modification va avoir un impact positif ou négatif. C'est surtout ça. Et là-dessus, les SEO doivent devenir humbles. Donc moi, je vois encore beaucoup de gens qui raisonnent exactement comme il y a 10 ans. Époque où, en fait, le SEO, c'était suivre des recettes de cuisine. Ok, on se disait, améliorer les balise titles, ça va forcément avoir un impact positif sur le SEO. Et bien là, vous allez apprendre que ça dépend. Que mettre des H1, des HN, c'était absolument vital pour le SEO. Bah là, si c'est combiné avec d'autres facteurs qui vous font classer dans des pages qui sont considérées comme étant globalement de mauvaise qualité, vous allez descendre dans les classements en rajoutant des HN là où vous n'en avez pas.
Donc ça, c'est quelque chose qui doit être pris en compte maintenant par tous les experts en référencement, c'est-à-dire que ça devient de plus en plus dur de dire tel changement est forcément bénéfique dans tous les cas. Donc si vous ne testez pas, vous ne le saurez pas. Donc aujourd'hui, savoir pourquoi vous avez été impacté par une broadcore update, c'est difficile, hein. Tous les gens qui ont vu leur classement donc baisser en juin, si vous leur demandez d'après toi c'est quoi l'explication, vous demandez ça à 10 personnes différentes, ils vont sortir 10 versions différentes. En réalité, personne n'est capable de le dire, et c'est dommage. Parce que pour certains, leur objectif, c'est quand même de remonter. Donc ça serait bien de savoir qu'est-ce qui peut marcher. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous voulez être sûr, il vaut mieux tester. Bon, et puis c'est pas mal d'introduire un petit peu de rigueur en SEO aussi, hein, de rigueur un peu scientifique, d'arrêter de dire on croit que tel truc est forcément bénéfique, donc on va l'appliquer les yeux fermés. Il y a beaucoup de choses qui peuvent avoir une influence sur le SEO et qui ne sont pas les actions des spécialistes SEO. Et donc ça c'est quand même bien aujourd'hui de savoir faire la différence entre ce qui marche vraiment dans un contexte donné et ce qui n'est pas forcément quelque chose qu'on peut attribuer au travail du spécialiste SEO. Donc identifier les causes des améliorations et des dégradations, c'est clé. Et donc le problème, quand on fait des tests aujourd'hui, c'est qu'on s'aperçoit que la même optimisation lancée sur 2 sites différents va produire des résultats très différents. Donc sur le site A, c'est la cata, sur le site B, c'est génial. Même optimisation. Et c'est la situation qu'on rencontre. Et là, on affronte la vie des experts SEO aujourd'hui. C'est-à-dire qu'entre l'espèce de grande route toute tracée qu'on nous prédit et ce qui va se passer réellement, il y a une sacrée différence et il faut savoir justement comment trouver les optimisations qui vont vraiment avoir un impact à la fin. Et là, c'est pire. Quand on ne sait pas prédire, ça veut dire que vous allez être capable de faire ça. Oups, mon trafic SEO vient de chuter. Vite, vite, je fais une modif, d'après ce que je crois être une bonne modif. Et puis, parfois, ça a un impact pendant quelques temps. Et puis, en fait, vous allez aggraver la situation, vous ne le savez pas. Et 2 mois après, votre situation, elle a complètement empiré, alors qu'au départ, vous pensiez que vous alliez réussir à vous sortir de la situation. Et par rapport à ça, pourquoi c'est aussi compliqué? C'est parce que quand vous avez du machine learning à la clé, le moindre détail peut vous faire passer du statut de page considérée comme étant correcte, de qualité, légitime pour apparaître en tête des résultats, au statut de page spammy, parce que ça ressemble à toutes les pages spammy qui existent sur Terre. Un simple détail. Donc le truc de trop que vous allez ajouter sur la page peut vous faire passer des mauvais côtés. Bien, alors, en partant de ça, on va commencer à parler vraiment de speed testing, comment est-ce qu'on le fait. Il faut noter les particularités par rapport notamment à l'A/B testing classique. Alors déjà, comment est-ce qu'on fait? Alors imaginez que ça, à gauche, c'est une liste de pages produits sur un site marchand. Donc là, on va faire un test pour savoir est-ce que le nouveau modèle de page produit, il est meilleur pour le SEO que l'ancien modèle. Donc là, on prend une page sur 4. Bon, souvent, on fait des tests, c'est 10%. Hein. On prend une proportion des pages suffisantes pour avoir une cohorte de pages avec assez de pages pour pouvoir se faire une idée statistiquement exacte. Et on garde un groupe de contrôle qui est l'ancienne page. Et alors les deux doivent être mis en place sur une durée suffisante pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, le moteur Google ou le moteur Bing puisse avoir la possibilité de crawler l'intégralité des pages de test et calculer ses scores. Donc là, la durée du test, c'est plus quelques heures, quelques jours, donc au maximum 2 semaines comme sur un A/B test. Là, on est sur 2 mois. 2 mois, le temps que ça soit recrawlé. Voilà. Donc là, on part pour avoir la durée idéale sur la fenêtre de crawl plus 2 semaines. La fenêtre de crawl, c'est le temps qu'il faut attendre pour qu'au moins 90% des pages
ait été recrawlé. Donc voilà, donc ça c'est souvent sur des sites, sur des gros sites on a du 15 jours en fenêtre de crawl, et sur un site moins important, avec moins de PageRank, on va être sur du 4 semaines, 6 semaines, et donc c'est comme ça qu'on arrive aux 2 mois. Alors, autre particularité, les pages de test dont on parle là, on n'est pas en A/B test, hein. Il faut qu'elles soient crawlables, évidemment. Donc ça veut dire que le test, il est visible par l'utilisateur, les gens vont tomber dessus, et il est totalement visible par les moteurs, sinon à quoi bon? Donc on ne va pas pouvoir faire de test sinon. Donc pas de cloaking, le bot voit les nouvelles pages. Alors, il ne faut pas aller trop loin dans la cohorte de test. On a dit tout à l'heure, c'est souvent 10%. Parce qu'il faut assez de pages pour que ça soit statistiquement probant. Mais en même temps, si votre version nouvelle que vous êtes en train de tester, elle est pourrie, bah, vous allez tuer les visites SEO, les conversions, les ventes, etc. Donc si vous allez trop loin dans la taille du test, il faut penser à ça. Voilà, un conseil, pensez à canonicaliser la version de test vers la version normale au cas où votre dispositif techniquement a une faille. En fait, si jamais vous ne savez pas rediriger correctement les gens vers les versions de test, il faut qu'au moins ça ne bloque pas, quoi. Donc ça c'est un élément. Alors comme il faut que la page soit crawlable, il y a un risque avec Google Tag Manager. Alors on peut faire du speed testing avec Google Tag Manager, c'est-à-dire créer la version de test et l'afficher grâce à du JavaScript appelé dans Google Tag Manager. Le problème, c'est que ça rallonge le temps de rendition et que si Googlebot est confronté à des temps de rendition trop élevés, il ne va pas être capable de voir une version de test complète. Et ça arrive avec des sites qui sont déjà lents. On ne peut pas faire de tests de ce type-là avec des solutions en JavaScript. Donc si le site est rapide, aucun problème. Si le site est lent, c'est niet. Sinon, vous allez voir que votre version de test vue par Googlebot, ça va être la moitié de la page et pas la totalité. Et ça, c'est pas bon puisque ça ne sert à rien de faire un test dans lequel on ne voit pas tous les éléments du test. Alors, il y a beaucoup d'outils d'A/B testing qui fonctionnent également avec des modifs en JavaScript. Pour la même raison, on ne pourra pas les utiliser sauf solution dans lequel on a un contexte où les pages sont très rapides à être générées en JavaScript. Donc il faut utiliser des outils server-side de préférence. Autre spécificité, alors là très très importante, la manière de vérifier la confiance dans les résultats est totalement différente. On change de méthode statistique parce que dans une approche d'A/B test, on part sur 2 hypothèses qui cette fois-ci sont fausses. C'est-à-dire qu'on sait à l'avance qu'on est en train de tester l'impact d'un changement. Et on ne part pas de l'hypothèse que le changement peut être causé par autre chose que notre test. Ça, c'est une hypothèse forte. Oui, mais en SEO, là, notre test qui va durer 2 mois, il y a plein de choses qui peuvent aboutir à un changement de trafic qui peut être autre que les changements qu'on a apportés aux pages. Donc là, l'hypothèse habituelle, elle est d'emblée considérée comme extrêmement faible. Du coup, il faut pas partir là-dessus, hein. Ensuite, on raisonne à partir de moyennes. Vous allez voir que c'est une différence. Et surtout, la temporalité n'a aucune importance dans le test A/B test. Là, c'est OK, on teste ça sur une certaine durée, mais on ne regarde pas les séries statistiques. On fait la moyenne sur la durée. D'accord ? On ne se préoccupe pas de savoir quel résultat a été obtenu au bout de 1 jour, 2 jours, 3 jours, 8 jours, etc. Alors que là, quand on va analyser les tests SEO, on va regarder ce qui se passe au fur et à mesure de l'échelonnement du test. Donc là, voilà. Donc ça, c'est... Et pour ça, on a besoin de méthodes statistiques différentes. Donc,
ce qu'on fait, c'est on essaye d'utiliser ce qu'on appelle les méthodes d'inférence causale. Alors c'est un gros mot pour dire une chose très simple, c'est-à-dire qu'on utilise des méthodes dont l'objectif c'est d'estimer quelle est réellement la probabilité pour que le changement qu'on a apporté soit vraiment la cause de l'impact qu'on voit. D'accord, l'inférence causale, c'est donc la relation de causalité. Voilà, donc là, on cherche à établir si, statistiquement, on a une certitude, ou en tout cas une très grosse probabilité pour qu'il y ait bien une relation avec le changement dans l'impact que l'on voit. Alors pour ça, il y a différentes méthodes qui ont été mises au point et qu'on utilise en fait pour interpréter les résultats. Donc, alors, on a donné quelques prérequis déjà, il y en a d'autres. Donc, page en test crawlable, on l'a dit. Il faut des tests bien étanches, donc ça veut dire qu'on doit avoir donc du trafic qui va donc clairement sur certaines pages et pas sur d'autres, et pas de temps en temps sur l'une et de temps en temps sur l'autre. Il faut que ça soit vraiment des versions différentes qui dépendent de l'URL appelée en fait. Il faut un tracking parfaitement en place et fiable. Garbage in, garbage out, si les données que vous mesurez ne sont pas les bonnes, à la fin, vos conclusions seront fausses. Par contre, on peut donc raisonner en termes de mesure sur à peu près tous les indicateurs que vous voulez. Ça, c'est pas le problème. Donc, si vous voulez mesurer l'impact sur la visibilité avec un outil genre MyPoseo, Searchmetrics, Sistrix, ce que vous voulez, SEMrush, etc., c'est possible. Si vous voulez mesurer l'impact sur le trafic SEO, c'est possible. Si vous voulez mesurer l'impact sur la position moyenne, c'est moins utile, mais c'est possible. Les méthodes sont agnostiques de l'indicateur que vous êtes en train de tester. Bon, donc il faut définir donc, ce qui va être le changement, donc la version de test. Et là, c'est du speed testing. Donc, comme vous ne pouvez pas faire beaucoup de tests qui durent 2 mois par an, eh bien, vous allez tester plein de trucs à la fois. L'objectif, c'est de dire, est-ce que la nouvelle version elle est réellement optimisée pour le SEO? Est-ce que j'ai intérêt à l'étendre à l'ensemble du site? Voilà, donc lâchez-vous. Hein. En termes de modifs, on teste tout. Parce qu'à la limite, savoir si c'est le H1, si c'est l'encore texte à tel endroit, si c'est le maillage, si c'est un impact par rapport au texte de contenu que vous avez rajouté, etc., à la fin, en fait, vous en fichez. L'important, c'est de savoir si la version elle est réellement plus optimisée ou pas. Voilà, alors ce qui est important aussi, c'est d'avoir des groupes de contrôle de taille suffisante. Globalement, ça ne sert à rien de faire ce genre de tests sur des sites qui font moins de quelques centaines de pages identiques, parce que là, vous n'aurez pas de taille suffisante pour avoir une fiabilité statistique de vos résultats. Alors, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait faire des tests en utilisant du JavaScript et que c'était déconseillé. Alors, ce qui est conseillé, par contre, c'est de les faire en dynamic serving. Donc, le dynamic serving, ça consiste à dire j'ai une seule URL, mais en fonction de l'URL, ça va m'expédier vers ce template ou cet autre template, ou une autre instance logicielle qui va me fournir une page différente. Voilà. En fait, il y a un outil entre l'utilisateur et le serveur web final qui fait l'aiguillage. Alors cet outil, ça peut être un boîtier physique, donc ça peut être un reverse proxy, ça peut être un CDN, ça peut être tout ce qu'il y a généralement entre un utilisateur et le serveur final. Il faut un redirecteur qui soit capable de reconnaître quelque chose dans la syntaxe d'URL pour envoyer vers telle ou telle partie du site. Alors on peut le faire via les CDN, hein, donc c'est assez facile maintenant avec des outils comme Cloudflare. Chez Akamai, il y a un truc qui s'appelle Forward Rewrite, donc ça sert à faire ça aussi. Voilà, il suffit d'avoir une petite regex qui va déterminer quelle règle de redirection suivre, et ça permettra de pointer vers la page de test. Et puis là, on arrive à la phase la plus marrante, c'est interpréter le test. Donc, les données qui servent en fait à mesurer les résultats, on peut les extraire de tous les outils habituels, hein, Web Analytics, Search Console,
les logs, donc ça, aucun problème. Et donc dans la mesure, on va donc travailler sur cette histoire d'inférence causale. Alors là, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche, mais sachez qu'il y a des outils pour le faire, hein, donc heureusement. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait avec justement ces outils et ces modèles statistiques? En fait, on construit un modèle de prévision. On fait manger au modèle les données du passé et on lui dit « Ok, maintenant prédis-moi ce qui va se passer dans l'avenir à partir de ce que tu as mangé avant ». Alors, pourquoi il y a de l'intelligence artificielle dedans? Parce qu'effectivement, il faut déjà que le modèle soit prédictif, mais en plus, il faut qu'il avale non seulement ce qui se passe sur le site, mais sur tous les groupes de contrôle. Donc, et là, c'est d'autres groupes de contrôle dont je parle. En fait, imaginez par exemple qu'un site baisse en visibilité et baisse en trafic SEO parce que c'est ses concurrents qui montent. Bah, faut le savoir. Donc j'ai besoin que mon modèle le sache. Donc je lui fais aussi avaler au modèle les stats de mes concurrents, à titre de contrôle. Imaginez que, en fait, mon trafic SEO augmente, mais que le trafic SEO de tous les concurrents augmente aussi. Est-ce que je peux attribuer mon augmentation de trafic SEO au travail que j'ai fait d'optimisation? Ben non, la cause elle est ailleurs. Donc c'est pour ça que je lui fais manger les données d'autres groupes de contrôle. Et après, on compare donc le résultat et la prévision. Donc là, en clair, sur ce graphique, on a donc le modèle avec la courbe en bleu. Les données réelles, c'est en vert. Et après, je calcule la différence entre la réalité et puis ce qui a été prédit. Et après, ça fait des courbes qui vont m'amener à pouvoir, cette fois-ci, les traiter pour vérifier la probabilité d'une causalité. Voilà. Et ça donne donc ce genre de courbes qui sont faciles à interpréter quand on a l'habitude, mais en fait, c'est pas difficile. En haut, vous avez quoi? Vous avez les données fournies par le modèle et la comparaison avec ce qui se passe dans la réalité. D'accord? Et la zone qui est en bleu pâle, c'est les écarts qui sont prédits par le modèle, en disant, voilà, je prédis qu'au maximum, ça sera ça, au minimum, ça sera ça. Et donc, si je reste à l'intérieur du cône, là, c'est que, normalement, mon modèle prédit pas trop mal la réalité. Quand ça sort de la zone bleu pâle, c'est signe que le modèle a une faille et il faut corriger le modèle. Bien, mais ça, donc au milieu, on ne voit pas grand-chose. Donc ensuite, au milieu, on va évaluer l'impact. Donc là, ça graphe la différence entre le résultat et ce que j'ai modélisé. Et donc, plus je suis en haut, donc dans cette courbe-là, plus j'ai d'impact positif. Et plus je suis en bas, plus j'ai d'impact négatif. Et à la fin, j'ai l'impact cumulatif. Et là, sur ce cas, c'est assez rigolo parce qu'on voit qu'au début, l'impact cumulatif, ça commence plutôt par un impact négatif. Et puis au bout d'un moment, ça devient positif. Et ça, on l'a tout le temps avec ces tests SEO. C'est-à-dire le fait que c'est pas forcément un long fleuve tranquille, les tests, et qu'au début, ça se passe pas forcément très bien. Puis au fur et à mesure, Google calcule ses scores, crawl plus de pages, et puis on voit qu'en réalité, le test, sur la durée, il devient positif. Donc là, on ne fait pas des moyennes. Sur un test en speed testing SEO, on regarde l'évolution dans le temps aussi. Donc là, à la fin, l'effet cumulatif, il est réel. Alors qu'au début, ça ne marchait pas. D'où l'intérêt de laisser tourner le test suffisamment longtemps. Alors pour information, les types d'approches dont je parle, ça a été énormément utilisé ces derniers temps pendant la crise de Covid-19 pour arriver à établir quel était l'impact des mesures qui étaient prises par les gouvernements. C'est le même problème. Il y a un monde, c'est un peu comme le SEO avec Google d'un côté, donc les concurrents de l'autre, etc., dans lequel il y a plein de variables. Qu'est-ce qui fait que le nombre de cas recule? Est-ce que c'est parce qu'on a décidé de mettre des masques à tout le monde? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus de transport? Est-ce que c'est parce que les gens font attention? C'est quoi l'élément qui peut être attaché en termes de causalité? Donc là, c'est typiquement exactement les mêmes approches qui sont utilisées par les statisticiens pour arriver à renseigner les gouvernements sur l'efficacité des mesures qu'ils prennent en ce moment
pour arriver à dire, oui, il y a bien un impact du port du masque, il y a bien un impact de l'arrêt des transports, il y a bien un impact des mesures barrières. C'est exactement le même système. Alors aujourd'hui, en fait, on n'est pas très nombreux dans le monde encore à faire ça, mais le club, qui était très restreint au départ, il est en train d'augmenter. Donc je pense que dans quelques mois, on va encore avoir d'autres outils, mais il y en a déjà pas mal sur le marché qui ont été créés. Donc les pionniers, ça a été Search Pilot, donc c'est les anciens Distilled, une boîte anglaise, qui ont lancé un premier outil qui s'appelait autrefois Distilled ODN. Maintenant, il y a d'autres boîtes américaines et européennes, donc SEO Scout, SEO Testing, Rank Science et ClickFlow, qui ont mis en place des outils. Alors ces outils, ils ont deux objectifs. Vous aider à faire des tests et derrière, vous aider également à interpréter ces tests en faisant le travail statistique pour vous. Alors, il y a encore des progrès à faire sur ces outils côté statistique, parce que c'est vrai que maintenant, ça fait 2 ans que j'ai commencé à travailler sur les modèles, et donc j'ai un petit peu de recul dessus, et je vois bien que, en fait, les stats qu'ils fournissent et les interprétations ne sont pas forcément les bonnes. Ils sont plus dans la recherche pure de corrélation entre un événement et l'impact que dans une interprétation en inférence causale exacte. Donc ça, c'est voilà. Donc méfiez-vous un peu des stats qui sortent de ça, mais c'est déjà pas mal d'avoir un outil permettant de faciliter les analyses. De toute façon, au début, il faut apprendre à utiliser les modèles, et au moins ils vous fournissent les données brutes. Donc c'est à vous de pouvoir interpréter correctement la réalité des résultats qui vous sont fournis par ces outils. Alors pour information, il y a un outil sympa qui va bientôt apparaître en Europe chez SEMrush, qui s'appelle SpeakSignal. Et qui permet de faire à la fois des tests. Alors ça fonctionne en JavaScript. Donc si vous avez des sites lents, avec des renditions lentes, hélas, vous ne pourrez pas l'utiliser. Mais si vous avez des sites faits normalement et qu'il n'y a que ce JavaScript-là à rajouter, il n'y aura aucun problème pour l'utiliser. Donc ça vous permet de modéliser très facilement des tests, avec plein de possibilités, et derrière d'avoir les analyses justement sur l'inférence causale, et de pouvoir en tirer des conclusions sur les résultats que vous obtenez vraiment ou non en SEO avec vos modifications. Donc voilà, donc il y a une interface très simple pour élaborer des tests. Ça ressemble à B-Testy en fait, comme pour ceux qui connaissent, pour fabriquer des pages différentes. Donc là, tout ce qui peut être fait en modifiant des CSS ou en modifiant du HTML en JavaScript, c'est possible avec cet outil-là. Alors, pour finir, qu'est-ce qu'on obtient quand on fait des tests de ce type-là comme résultat? Alors déjà, on va vous demander, d'après vous, si on enlève les textes SEO des pages listing d'un site e-commerce, est-ce que vous pensez que ça va être positif ou ça va être négatif? Qui pense que ça va être positif? Qui pense que ça va être négatif? Grosse majorité. Bon, je retiens. Question suivante. Quel est l'impact d'ajouter des mots-clés SEO dans les balises d'un site? Alors, celles que vous voulez, hein, H1, etc. Donc, voilà. Est-ce que vous pensez que c'est positif? Est-ce que vous pensez que c'est négatif? D'accord, donc là, c'est partagé également. Quel est l'impact d'un changement sur l'optimisation des images? Donc, par exemple, si vous mettez des mots-clés dans les balises alt, etc., est-ce que systématiquement, quand vous mettez des mots-clés dans les balises alt, est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Positif? OK. Négatif? OK. Allez, un dernier pour la route. Donc, on change le layout d'une page produit sur un site e-commerce, et là-dessus, on rajoute des call to action. Est-ce que vous pensez que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Positif?
OK. Call to action en plus. Négatif. Ah, là, par contre, c'est clair et net. Bien, alors continuons. Donc, quel est l'impact? Alors, bon, ça, je vais revenir dessus. Pour information, l'impact d'enlever des textes SEO des pages listing d'un site e-commerce sur tous les tests effectués, ça améliore le référencement dans la plupart des cas. Aujourd'hui, la plupart des sites sont suroptimisés sur ces points-là. Quel est l'impact d'ajouter des mots-clés SEO dans les balises d'un site? Figurez-vous que ça dépend. Il y a des sites sur lesquels vous allez avoir des résultats corrects et d'autres sur lesquels ça va être une catastrophe. Changement d'optimisation des images, on rajoute des éléments là-dessus. L'impact est toujours positif. Ah, intéressant. Impact d'un changement de layout de page produit avec des call to action donc supplémentaires dessus. Eh bien, ça dépend. Donc là, on est sur des cas dans lesquels le contexte est important. Vous trouverez d'autres tests qu'on a fait. Voilà, je vais arriver à la conclusion. Donc c'est une approche nouvelle, hein, les SEO split tests, clairement. C'est terriblement efficace pour valider ce qui marche ou non en SEO dans un contexte particulier. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est arrivé à une ère dans laquelle il n'y a plus de recettes de cuisine universelle. Ça dépend de sur quelle page de site on le met, ça dépend de l'environnement du site, ça dépend de ce qu'est le site, et vous allez avoir des résultats différents suivant le contexte. Il existe clairement des spécificités pour créer vos tests par rapport à de l'A/B testing traditionnel. Si vous pensez que vous pouvez faire ça avec votre outil d'A/B test classique, ce n'est pas possible. Et ensuite, il faut utiliser des modèles statistiques appropriés pour justement arriver à savoir véritablement si on peut attribuer aux changements que vous avez effectués pour optimiser vos pages l'impact positif ou négatif que vous avez. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec des outils. Hein, donc vous avez eu la liste. Ou alors, on peut faire ça pour vous si vous voulez. Bien. Merci beaucoup. Merci Philippe. Question mug. La fameuse question mug. Alors, question mug, est-ce que quelqu'un a retenu le nom de l'outil que développe en ce moment donc SEMrush? Oui, c'est ça. Voilà, donc bravo. Donc c'est Split Signal, qui est déjà en version bêta, hein, mais qui a été plutôt proposé à des clients américains pour l'instant. Voilà, si vous avez des questions. Oui. J'ai une question, c'est peut-être une histoire de compréhension, mais tout à l'heure tu disais qu'il fallait canonicaliser la page, la nouvelle ou l'ancienne? En fait, c'est bien de... Si tu la canonicalises, elle n'est pas indexée. Oui, en fait, si tu veux, il faut avoir la possibilité de renvoyer vers l'ancienne version de la page quand tu fais le test, si jamais tu as un problème. Donc c'est un aspect de rollback. D'accord? Donc en fait, ce qui se passe, c'est quand tu fais des tests où tu n'es pas sûr que les gens vont voir la même URL que celle que tu attends. Donc dans ce cas-là, ce que ça va faire, c'est renvoyer vers la page habituelle, l'ancienne version. Donc là, imagine que tu as fait des modifs en JavaScript et que, tu vois, en fait, tu as une nouvelle URL qui soit indexable. Tu ne veux pas ça. Tu veux que l'autre URL, celle que tu montres qui ne devrait pas être vue, ça soit renvoyé sur l'URL correspondant à l'ancien modèle. Okay. C'est juste pour faire une sécurité dans le cas où ton test en JavaScript en particulier, il ne marche pas. Une petite dernière peut-être? Imaginons un site de e-commerce avec un paquet de fiches produits. Si vous prenez 25% et que vous faites une nouvelle UI, vous changez les boutons de place, vous changez un peu les couleurs et tout, niveau UI, UX de l'utilisateur, quand il va surfer sur le site, qu'il va passer d'un article à un autre, il va être bousculé dans son navigation. Ça ne peut pas aussi poser des soucis, ça? Si, bien sûr. C'est pour ça déjà que c'est jamais 25%. Hein, tu vois, on est plutôt sur une page sur 10. Et c'est aussi pour ça que en fait, tu ne fais pas des tests complètement n'importe comment. Donc, tu n'es pas en train de tester une version complètement au hasard par rapport à l'ancienne. Tu es en train de tester celle qui est censée être mieux. Et mieux aussi d'un point de vue UX.
Donc c'est clair que tu vas avoir des gens qui vont tomber sur une version intéressante d'un point de vue X, et puis après l'ancienne qui est moins bien. Mais c'est la contrepartie de ce que tu décides de faire, quoi. Donc, mais tu as raison, c'est une objection qu'on a déjà eue donc, sur des cas. Mais bon, on a quand même obtenu gain de cause. Bon, une dernière. Bonjour Philippe, merci. Un sujet très, très cool. J'ai une question, mais qui vient de la première question qui a été posée, parce que je pense que ça reste pas très clair au niveau de mesure. Parce que si je comprends bien, dans le cas de A/B test, on crée de nouvelles pages avec des changements. Et ces pages vont coexister avec les pages de contrôle, donc Oui. sans changement. Donc, les critères de mesure qu'on va utiliser, ça va être des critères de visibilité, donc des positions, des clics, des visites. En premier lieu, le plus souvent, tu utilises des critères de trafic SEO. De trafic, c'est-à-dire pour avoir du trafic SEO, il faut positionner ces pages. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas de contradiction qu'on doit les canonicaliser pour éviter les duplicates? Et parce que là, en fait, on doit positionner les pages. Et comment on peut positionner les pages qui sont avec du canonical? Et la deuxième question, elle est sur les Causal Impact graphiques. Le KPI utilisé, c'était des clics. Mais les clics sur les pages canoniques, on ne les a pas. Alors, donc, encore une fois, donc, ton problème, imagine que tu aies fait une version de test qui est valable pour la page produit référencée 2348. D'accord? Et après, tu as la page produit 2347. La 2348, après le test, elle appelle une nouvelle version de la page. Donc, c'est une autre URL que la page 2347. C'est deux pages produits différentes pour des produits différents et tu positionnes les deux, bien sûr. Et tu compares les positionnements obtenus avec une version et avec une autre. Mais donc le risque que tu as quand tu fais des tests, notamment avec des outils et notamment avec des solutions en JavaScript, c'est que l'URL qui soit appelée, ça ne soit pas les anciennes URL que tu as partout sur le site, que ça soit une nouvelle URL. Et donc c'est pour ça que tu ne veux pas que ces URL erronées, en fait, celles-là soient crawlées, indexées. C'est là où tu mets une canonical vers l'ancienne URL. Mais tu as toujours tu vois, une page différente pour la 2347 et pour la 2348 et tu positionnes les deux. Je vais vous laisser finir Ouais. juste à côté. Merci beaucoup Philippe et merci pour vos questions.